Me voir. Donc, merci à la marque de nous accueillir pour ce Pépite Café. Merci à notre partenaire de Schenker d'être venu m'accompagner ce matin pour présenter. C'est surtout vous qui allez raconter ce qui s'est passé chez vous en termes de culture client et comment vous avez réussi à impliquer l'ensemble de vos managers dans cette voie de la culture client. Eh bien, Laurent, c'est toi qui vas commencer. Je vais commencer, donc Laurent David, donc me présenter moi-même, donc directeur marketing communication pour Schenker France Maghreb. Juste en quelques minutes, vous expliquer qui nous sommes, c'est important, je pense. Donc, on est un acteur leader du transport et de la logistique. Alors, dans le monde, on est, on va dire, dans le top 3, monde, Europe, France, top 2 sur ce qui concerne la route en France notamment. Et aujourd'hui, on propose ce qu'on appelle, nous, une offre globale sur toutes les activités qui soient là, routières, aériennes, maritimes, logistiques. Et puis, j'insiste aussi souvent sur des choses qui sont un peu moins connues. On a des solutions métiers sur des marchés qu'on appelle des verticaux, comme l'aéronautique, l'automobile, les grands projets industriels. On est sur des salons également et les événements, donc ça intéresse souvent les gens de la communication. Et donc, on est vraiment l'appui supply chain pour de nombreux clients. En France, on a à peu près 25 000 clients, 125 sites, 6 350 collaborateurs, on est important. Et puis dans le monde, ça vous donne peut-être un peu le vertige, mais on est présent dans 130 pays, c'est la force de DB Schenker, hein, c'est son réseau intégré, et on a 1850 agences dans le monde. Donc nous, on va se contenter sur notre partie avec Benoît française, de ce qu'on a pu monter. Et donc, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est on est une entreprise de service, de transport logistique. Ça veut dire que dans nos effectifs et dans nos prérequis, on a une proportion, ce qu'on appelle nous, le mot n'est pas toujours très joli, mais col bleu, col blanc, donc col bleu sur ce volet exploitation. Donc pour nous, c'est la conduite, le quai, la logistique, préparation de commandes, etc. Et ce ratio-là de 50-50, il est important parce que ça nous a aussi obligés à construire d'une manière assez particulière notre programme d'expérience client qui s'appelle, comme vous le voyez dans l'arrière-plan chez nous, la voix du client by Schenker France. Alors, dans le slide qui suit, c'est un parti pris qu'on a eu avec Fabienne et Benoît. Moi, ça m'intéresse de vous faire part, en fait, de vous donner des explications sur notre chemin. L'important, c'est le chemin. On ne voit pas l'image. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, moi, je ne vois pas ça. C'est l'animation. Le chemin, pourquoi? Parce qu'on a eu des embûches, tout simplement. Parce qu'on se doit d'être transparent et humble quand on vient avec la marque, on vient vous présenter des choses, parce que ce serait trop génial de vous donner quelque chose de cousu de fil blanc. Et nous, on a plutôt envie de vous faire part de notre expérience, comment ça s'est passé, ce qu'on pourrait appeler notre constat, nos enjeux, et que quelque part, on se doit d'être honnête, transparent, sincère sur notre organisation. L'histoire, c'est la suivante. Donc, il y a, comme tu disais tout à l'heure, Claire et Fabienne, donc on a lancé il y a quelques années notre programme d'expérience client. En fait, on est parti d'un constat très simple qui nous a révélé, entre guillemets, c'est que nous étions déjà habitués aux enquêtes de satisfaction et on avait un taux qui, pour nous, n'était pas suffisant. Je vous donnerai, le taux était autour de 78% quand même, mais pas suffisant. Et surtout dans sa granularité. On peut avoir un taux très intéressant globalement, en tout cas convenable, mais pas suffisant sur le reste. Et on savait pourquoi on n'était pas bon. C'est que sur certains, ce qu'on appelle nous des silos, on se retrouvait confronté à notre propre organisation. On n'arrivait pas à faire progresser en fait cette satisfaction client. Et ces silos-là, ça nous a obligés à construire. J'étais l'initiateur de ça et j'ai été chercher Benoît pour ça. euh, Notre programme d'expérience client pour casser ces silos. On était des casseurs de silos, on l'a dit ouvertement. Et pourquoi la positionner au marketing communication? Parce que justement, on se sentait neutre pour pouvoir aller voir nos business units, nos unités fonctionnelles, pour centraliser et coordonner en fait quelque chose de plus, comment dire, global et moins par silo. Donc j'insiste bien sur le mot silo. Aussi, c'était de se dire, peut-être pour vous c'est naturel, mais pour nous ça ne l'était pas forcément, c'est de dire l'expérience client ou l'affaire client, c'est pas qu'une question de commerce et d'IT. Ce qui a souvent été le cas chez nous. Ouais, on n'est pas bon par ci, on n'est pas bon par là, c'est à cause des commerciaux ou grâce ou à cause de l'informatique. C'est pas vrai, c'est l'affaire de tous. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment ancré dans notre approche et qui nous a permis en fait
d'avancer progressivement sur notre programme expérience client. Alors, on a déroulé les programmes, on a déroulé du NPS, on a déroulé une analyse des canaux de communication, on a eu de jolis succès, des quick wins, comme on dit, puis aussi on a découvert pas mal de complexité. Et puis on a, je pense, pas pris suffisamment la mesure, même si on le savait, de ce que nous disaient nos clients, parce qu'on les avait questionnés au démarrage, avec une enquête et des sondages et des interviews très précis. Le client nous disait quoi? Il nous disait, en fait, vous les transporteurs ou logisticiens, vous faites tous la même chose. Vous, c'est l'humain qui porte le sujet plus que les process. Nous, on l'avait noté tout ça, on l'avait vu. Et la phrase qui tuait, entre guillemets, si je peux me permettre, c'était bah, soyez différenciants. Comment pouvez-vous faire pour être différenciant? Et c'est là-dessus qu'on a greffé l'ensemble de notre programme d'expérience. Alors, on l'a structuré. Et puis, au départ, avec Benoît, il en reparlera tout à l'heure, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur le parcours client, évidemment, mais sur outils, process, orga. Ça a été vraiment le cœur de métier, parce qu'il a fallu aussi se structurer et faire comprendre à nos collègues comment on allait fonctionner. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas suffisant en fait. C'est-à-dire que parler d'outils, de process d'orga, il nous manquait une strate. Alors certains vont l'appeler, Daniel Ray et d'autres, la symétrie des attentions, mais c'était un peu ça en fait. C'était de dire, ok, c'est pas parce qu'on a des beaux outils, des jolis process, une belle orga, que nécessairement on a la bonne attitude et les bons comportements pour pouvoir construire ce qu'on va appeler après ensuite une culture client. Alors la culture client, elle s'est construite euh, tout simplement par, toujours pareil, le parcours, les contacts directs, indirects. Là, je vous parlais d'école bleue, c'est un élément important qu'on avait pour nous. Et la culture client, je prends un exemple tout bête, c'était de se dire, ben, OK, on travaille sur le canal téléphonique, on met en place des outils, les clients appellent et on a le bon canal pour y arriver, mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire à nos collaborateurs, soyez réactifs, soyez incitatifs pour répondre au téléphone et donner la bonne intention lorsque vous contacte. Donc on a eu ce déphasage en fait qui était là et on l'a perçu assez rapidement. Et puis, si je veux continuer à raconter l'histoire, eh ben on s'est lancé dans la culture client. On a travaillé dessus avec Benoît, avec notre PMO, notre organisation projet, et on a construit quelque chose qu'on est venu présenter au COMEX, dont je fais partie. Et pour aller vite au but, ben, en fait, on a échoué. Alors, pourquoi on a échoué? Parce qu'on a échoué dans la compréhension, dans la pédagogie et dans la méthode. Chacun avait sa notion de c'est quoi une culture client. Et la réflexion dont je me rappelle, c'était bah, évidemment qu'on est orienté client, sinon on ne ferait pas ce métier-là. Ouais, mais c'est pas suffisant. Et chacun d'entre vous, que vous soyez à la finance, au commerce, dans les BU, donc les organisations plus techniques, nous n'avons pas la même compréhension de ce qu'est la culture client. Alors, quand on s'est lancé dans ce sujet-là nous-mêmes, on s'est dit, avec Benoît, on fait un kill. C'est la technique du projet, on n'y arrive pas. On fait un kill, on ne se sent pas légitime et on nécessite, et cela nécessite une chose importante, on demande cette fois-ci à notre COMEX de se dire, est-ce qu'on est tous d'accord pour se faire aider? Parce qu'on n'y arrive pas. Donc ça ne sert à rien de se buter et de ne pas se comprendre. On va devoir se structurer. Dans l'image qui suit, vous allez voir, c'est une image qui n'est pas de moi, ni de Benoît. C'est une image que Daniel nous a un peu infusée, Daniel Rey, qui était avec Fabienne, des précurseurs avec nous. C'est l'image de l'escalier qui dit que, proverbe roumain, comme on dit, et on se l'est gardé comme un mantra. On balaie un escalier en commençant par le haut. Alors pour la petite blague, notre escalier, il est comme un peu plus propre chez DB Shaker. Je trouvais que l'image était plutôt sympa. Et en gros, ça voulait dire quoi? C'est-à-dire qu'on devait avant tout penser que si déjà au niveau du COMEX et de l'organe décisionnel, on n'est pas complètement en phase avec ce qu'est notre culture client ou notre signature client, on va avoir du mal à embarquer tout le reste de l'organisation. Donc il fallait embarquer, impliquer, les rendre moteurs, ce qu'on a compris plus tard que ça s'appelait l'impulsion stratégique. Et pour faire tout ça, ben, il fallait un accompagnement, une compréhension et une pédagogie. On a eu blanc-seing du COMEX pour lancer un appel d'offres. Donc, si tu peux juste pousser Benoît, faire un petit clin d'œil à notre copil. Hein. Nous avons un copil, la voix du client au sein de Schenker France. Et donc, on a eu cette carte blanche pour dire, parce qu'un copil, je précise un truc, c'est quand même un organe de décision. Donc, on a lancé un appel d'offres
pour aller chercher l'accompagnateur, pour nous désigner, nous construire ce qu'allait devenir notre programme de culture client qu'on a emboîté évidemment dans la voie du client. Merci la marque, puisque c'est dans le cadre de la marque que les rencontres se sont faites et qu'on a pu justement monter en fait cet appel d'offres. Et en fait, on s'est aussi, nous, structuré avec Benoît en se disant, on a besoin de quoi pour monter tout ça? Parce qu'on a vu des choses arriver, plus ou moins complètes ou incomplètes, mais nous, on a tenu bon en se disant, nos préceptes, l'obligation qu'on a pour désigner notre futur partenaire, c'est de savoir mesurer, de savoir embarquer et faire ruisseler la culture client dans l'organisation. Un point important qui paraît anodin comme ça, mais avoir une capacité de former nos collaborateurs, parce que c'est pas que du marketing, excusez-moi du terme, donc former et d'accompagner, et ce n'est qu'après on market. On va y revenir un peu sur notre façon de voir les choses tout à la fin, mais pour moi, le marketing, là, comme ça ne vient qu'après. Et on y reviendra tout à l'heure. Partant de ces préceptes, de ces besoins-là, donc on a lancé cet appel d'offres, on a eu l'immense chance de travailler donc avec GEM, et c'est à ce moment-là que je te laisse la parole, Fabienne, pour que tu puisses nous faire part de tes éléments. Avec plaisir. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Alors, je suis connectée de deux manières. Je ne sais pas où vous m'entendez. Mais bon. Alors, effectivement, moi, je suis à Grenoble École de Management et nous avons plusieurs expertises. Vous m'entendez toujours? Oui, très Ah, bien. ok, super. Désolée, hein, de ces petits problèmes techniques. À GEM, nous développons plusieurs expertises, donc une qui est basée sur le client et qui se travaille dans le cadre d'un institut qui s'appelle l'Institut du capital client, qui est piloté par Daniel Ray. On a déjà cité ce nom à plusieurs reprises. Donc, professeur-chercheur et des recherches qui portent depuis une trentaine d'années sur ce sujet que nous déployons dans les entreprises, que nous accompagnons, qui nous permettent de poser un certain nombre de convictions. Et de ces convictions, eh bien, nous tirons des partis pris que nous avons présentés donc à Schenker et nous avons eu le plaisir, c'est nous aussi une chance de ce côté-là de l'histoire, de travailler avec vous, une entreprise qui se posait beaucoup de questions et qui avait surtout la grande volonté d'avancer. Donc, quels sont ces fondamentaux? Eh bien, en fait, quand une entreprise se retrouve sur un marché plutôt mature, que la concurrence est importante, et je pense que vous êtes nombreux à être dans cette situation, eh bien, la différenciation sur le marché va pouvoir se faire par l'expérience client que vous allez proposer à vos clients. Cette expérience client, elle va fonctionner si, au sein de votre entreprise, il y a une culture client, une orientation client qui soit réelle, qui est développée. Cette culture client, en fait, c'est le terreau qui va vous permettre à vous, professionnels qui avez déjà dans votre entreprise tout un tas d'actions de volonté, alors plus ou moins fortes, hein, selon les individus et selon un département, mais il y a déjà plein de petites graines qui sont semées à droite à gauche dans les entreprises. Eh bien, grâce à ce terreau de la culture client, les graines vont pouvoir pousser, donner de jolies fleurs, de jolies plantations. Bon, c'est une image bien sûr, et ces jolies fleurs, eh bien, finalement, ça va être toutes les actions que vous proposez, l'offre, la qualité de service, le service client. Quand vous répondez à vos clients, vous allez par conséquent favoriser des clients satisfaits. Et un client satisfait peut être fidèle, ce n'est pas systématique, et ça c'est ce que l'on démontre à travers des concepts comme l'expérience profit chain, qui décortique toute la chaîne qui va de l'expérience client au profit. Donc ça peut marcher et ça peut rapporter donc de la rentabilité à l'entreprise. Et ça va également favoriser, et c'était un peu ce qui butait chez Schenker, le ROI des actions mises en place qui était insuffisant, en tout cas qui n'était pas durable. Donc nous, c'est toute cette expertise-là que l'on met au profit des entreprises, sachant que la culture client ne se décrète pas et il suffit pas de dire maintenant, ça y est, on se lance sur ce chantier pour que ça fonctionne immédiatement. C'est un gros travail. Déjà, il faut s'accorder sur un certain nombre de définitions et notamment celle de la culture client que nous avons retenue, écrite. Ce sont les croyances et les valeurs partagées qui placent la satisfaction durable des clients comme un objectif prioritaire et qui façonnent les comportements au quotidien. Notez bien les croyances et les valeurs partagées. C'est tout ce qui va réunir une entreprise autour de, de différentes, même ça peut être les histoires, ça peut être l'historique de l'entreprise, ça peut être le passé, ça peut être les clients, tout ce que l'on fait aujourd'hui. Et notre volonté et notre croyance à nous, pour le coup, notre réelle conviction,
c'est qu'il faut d'abord travailler sur l'état d'esprit client au sein de notre entreprise cet état d'esprit va permettre de développer des comportements clients. Donc, bien sûr, vous pouvez travailler sur les gestes métiers et beaucoup le font. Ça va marcher, mais ça ne va pas marcher probablement de manière durable si la personne n'est pas vraiment convaincue, intrinsèquement convaincue d'être dans cette notion de client. Donc, c'est l'affaire de tous, que vous soyez collaborateur en front ou en back, que vous soyez DSI, que vous soyez service client ou autre. Chacun à notre niveau, nous avons un rôle à jouer dans la culture client, puisque je sers le client, je sers quelqu'un qui sert le client. En tout cas, on a tous un rôle à jouer, au-delà des silos qui sont un peu inévitables dans l'entreprise, qu'il va falloir non pas supprimer, ça semble être un vœu pieux que de casser les silos, mais s'assurer que les passages de relais sont bien faits. Donc, notre volonté, c'est d'aider les entreprises et les collaborateurs, les managers, etc., à comprendre. Donc, on s'entend sur un certain nombre de définitions. Au-delà de cette compréhension, il y a une prise de conscience qui va nous permettre de partager un socle commun, de développer des bonnes pratiques et de travailler ensemble. Donc, cette culture client, elle va s'appuyer sur deux piliers. Le premier, c'est l'individu, c'est l'orientation client individuelle. Moi, qui suis-je quand je vais dans mon entreprise? Je viens avec mon éducation, avec mon cadre de référence, avec mon histoire, avec tout ce qui a fait que je suis là aujourd'hui et comment je fonctionne. Et il y a également le deuxième pilier, c'est l'orientation client de l'entreprise. Et Laurent l'a très bien dit, on est arrivé avec nos process, avec notre structure, notre organisation et même nos KPI qui parfois peuvent euh, cacher la réalité. Un KPI positif, aller vraiment gratter et regarder si finalement les chiffres sont vraiment ce qu'ils représentent. Est-ce que par exemple des taux de NPS sont vraiment valables ou est-ce que vous avez fortement incité le client au moment de répondre à la question en disant mettez-moi un 10, hein, sinon vraiment vous allez me mettre une mauvaise note et j'ai pas fait un mauvais boulot. Donc on influence, on le vit tous à titre personnel et peut-être que dans certaines entreprises, enfin c'est même sûr, dans les vôtres, je ne sais pas, on fait ce qu'on appelle le customer washing, c'est-à-dire qu'on dit qu'on s'occupe vraiment du client, mais c'est un leurre. Donc, cette préoccupation client de l'entreprise, elle va s'appuyer sur trois axes. Le premier, c'est l'impulsion stratégique, donc le sens, la volonté qui est insufflée, notamment par la direction d'une entreprise. Et là, on a vu que chez Schenker, ben, il y avait bien eu cet élan dès les premiers échanges avec la direction. Elle dit oui, ok, on kill le projet, on recommence. Et le président lui-même a poussé un certain nombre de choses. Le deuxième point, c'est la connexion au client qui ne doit pas être uniquement l'affaire du service client, uniquement l'affaire de ceux qui sont sur les plateaux téléphoniques ou les commerciaux, par exemple, mais c'est l'affaire de tous. Est-ce que on partage les informations? Est-ce que les enquêtes clients sont partagées? Est-ce que les verbatims? Est-ce que les réclamations? Est-ce que quand un client est pas content, c'est pas uniquement le commercial qui est en lien direct avec lui qui en est informé, mais l'ensemble de la chaîne qui est consultée, qui va pouvoir améliorer ses process. Donc, la connexion au client est-elle réelle ou pas dans mon entreprise? Après, chacun de ces éléments va se décliner en beaucoup d'autres, hein. Et puis le troisième, c'est l'autonomie et la responsabilisation. Et c'est aussi ce qui nous a animés chez Schenker et comme ailleurs quand on travaille avec vous. Et là, on parle vraiment des individus et du management. Quelle liberté d'action mes collaborateurs ou même mes managers ont-ils? Dans quelle mesure ils arrivent à prendre des actions? Est-ce que l'erreur est tolérée? Est-ce qu'on arrive à déployer les bonnes petites actions que l'on découvre à droite, à gauche dans une entreprise? Donc voilà, ce sont autant, mais c'est de nombreux chantiers. Mais le socle, le terreau, le socle commun, c'est la culture client. Et on sait travailler sur cette culture client pour vous accompagner. C'est donc toute cette expertise que nous avons mis au profit de Schenker. Et Benoît, c'est à toi. Ben, merci Fabienne et Laurent ben, de nous avoir dressé le cadre. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on a fait ensemble, et j'insiste, hein, de ce qu'on a fait ensemble, co-construit et vécu ensemble. Donc, avant tout, bonjour. Donc, Benoît Larère, je m'occupe donc du programme d'expérience client de Schenker France, donc sous la responsabilité de Laurent. Allez, on va un peu plus dans les détails, puis je suis ravi surtout d'être avec vous en cette rentrée bien pluvieuse. Voilà, mais content d'être là pour échanger aujourd'hui notre expérience avec GEM. Allez, c'est parti, on a parlé d'impulsion stratégique. Moi, j'y tiens, vous voyez là, Frédéric Vallée, c'est notre président.
Sans lui, on n'aurait pas fait tout ça parce que lui en est persuadé depuis longtemps et il a véritablement sponsorisé, poussé au niveau du COMEX. Et ça, c'était très important. Si vous n'avez pas à la tête de l'entreprise quelqu'un qui est motivé pour le faire, qui voit un intérêt, c'est toujours plus difficile. Et Frédéric Vallée, il est depuis plus de 30 ans dans le transport. Il avait un vieux mantra qui s'appelle d'abord au produit, ensuite on discute. Hein. Et il avait ça depuis des années en tête, lui qui a commencé dans les opérations. Et la culture client, pour lui, est vraiment fondamentale. Et dans sa lettre de cadrage 2024, ce que vous voyez à l'écran, il avait dit, c'est véritablement la culture client qui va déterminer nos actes. C'est en l'ancrant profondément dans notre culture d'entreprise que nous améliorons l'expérience client. C'est ce que vous a expliqué tout à l'heure, Laurent. Hein. Ben, c'est la pièce qui nous manquait en fait à notre jeu, cette culture client. Vous connaissez cette citation de Lou Gartner d'IBM qui dit qu'en fait la culture client n'est pas une partie du jeu. Nous, on l'avait considéré comme ça au départ, mais c'est en fait le jeu lui-même. Alors, comment on a fait? On a donc fait un appel d'offres, choisi GEM, comme vous en doutez, pour déployer notre programme qu'on a appelé Booster Culture Client auprès de 175 cadres de l'entreprise, dont les membres du comité exécutif et de notre comité de pilotage d'expérience client. Pourquoi 175 cadres? On vous a parlé d'impulsion stratégique, mais il nous paraissait aussi important d'accompagner les cadres qui sont des directeurs d'agence, qui sont des directeurs de service à notre siège, qui sont en fait la courroie de transmission entre le comité exécutif et les collaborateurs. Quand on a déployé notre projet expérience client, on s'adresse finalement beaucoup aux utilisateurs finaux. C'est eux qui répondent au téléphone, c'est eux qui utilisent les outils, les CRM, etc. Mais on s'est vite aperçu que s'il n'y avait pas entre la direction et sa volonté et le collaborateur un manager entre les deux qui était persuadé que la satisfaction durable des clients était une priorité et que tout ce qu'on mettait en place était au service de la satisfaction des clients, ça ne peut pas marcher. Et on s'est dit que pour faire ruisseler la culture client, il fallait d'abord passer par la colonne vertébrale de l'entreprise. Notre autre conviction, c'est que on ne démarrait pas de rien chez Schenker. C'est difficile d'aller voir un COMEX et de dire, ben voilà, on va venir travailler la culture client. Ben, évidemment, on a déjà une culture client chez Schenker parce que sinon, on n'en serait pas là. Donc, c'est toujours délicat. Et donc, il nous a paru vite important, primordial, de dresser un diagnostic de ce qu'était notre culture client à date chez Schenker France. Et vous verrez qu'on a utilisé le COS. J'y reviendrai dans le slide d'après. Ensuite, ce diagnostic est venu engager des sessions de formation, donc des sessions de formation adaptées, sur lesquelles on s'est d'abord, et ça c'est une autre chose très importante, tous mis d'accord sur les mêmes définitions. Hein. On avait autant de définitions de la culture client, de l'expérience client, de la satisfaction client, de la fidélité que de collaborateurs. Et puis ensuite, ces sessions ont été aussi, on a fait travailler nos cadres sur des plans d'action, donc pour venir répondre aux faiblesses issues du diagnostic, hein, des actions pour développer la culture client au sein de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on a récolté, vous les verrez tout à l'heure, des bonnes pratiques et vous verrez comment on va les mettre en action au sein de l'entreprise. Finalement, pour résumer, puisque le titre du Pépite Café, c'est faire ruisseler la culture client dans les échelons managériaux, ben, voilà ce schéma. On est parti donc du diagnostic. On est venu avec GEM faire une journée de formation au niveau du COMEX. Je tiens à dire qu'on a pris aussi, on a fait travailler le COMEX, on a fait travailler le comité de pilotage expérience client pour venir aider le COMEX eux-mêmes à prendre des actions pour développer la culture client au sein de l'entreprise. Et notamment une action qui est notable, qui a été décidé au niveau du COMEX, c'est que notre COMEX est organisé au niveau de ses réunions mensuelles selon la technique des rôles délégués. Donc pour un an, chaque membre du COMEX a un rôle précis dans le déroulé du COMEX. Et donc on a décidé de venir ajouter ce qu'on a appelé le Customer Keeper, le gardien du client. Et donc chaque membre du COMEX, donc une fois par mois, c'est tournant, met finalement les lunettes du client, se met à la place du client et a le droit d'intervenir en disant mais qu'est-ce que le client, en fait, comment vous considérez le client dans les questions que vous êtes en train de traiter. On a aussi demandé au COMEX notamment de faire des vies-ma-vie dans les services clients. Donc voilà pour les actions au niveau du COMEX qu'on a travaillé avec GEM et le comité de pilotage expérience client. Et puis ensuite, dans le comité de pilotage expérience client, on a des représentants
des différents comités de direction métier et services support. Et évidemment, tout ce qu'ils prennent au niveau du copy, l'expérience client, ben, ils viennent le porter dans leur codie respectif. Et puis après, eh ben, ça vient naturellement avec la formation qu'on a menée auprès des autres cadres. Ça vient ruisseler dans le reste de l'organisation et finalement jusqu'aux collaborateurs avec des actions complémentaires de formation, etc., etc. Mais vous voyez bien que là, effectivement, on a voulu travailler un plan d'action qui concernait tout le monde dans l'entreprise. Je reviens au diagnostic COS. Donc le COS, c'est un outil donc, qui est issu des recherches académiques menées par GEM, qui est proposé donc par la société COS System, et je pense que vous avez déjà aussi également entendu parler de Guillaume Antonietti. Donc GEM nous a proposé cette mesure de l'orientation client de Schenker France. Encore une fois, il était important pour nous de partir de quelque chose de solide, c'est-à-dire le diagnostic. Et comme vous le voyez à l'écran, vous allez le voir maintenant, Laurent parlait de transparence, mais on est complètement transparent, puis on est plutôt content de notre résultat. Sur le pan préoccupation client de l'entreprise, quand on a demandé à nos 1200, 1300 salariés, issus, on avait des conducteurs livreurs, des quais, des administratifs, on avait un panel très large au niveau de la société, quand on leur a demandé ce qu'ils pensaient de l'orientation client de l'entreprise, au niveau de l'autonomie de la responsabilisation des collaborateurs, au niveau de la connexion client et de l'impulsion stratégique, ce que vous rappelez tout à l'heure, Fabienne, eh ben, on a un score de 51. Et donc, nos collaborateurs pensent pour de vrai que le client nous fait vivre. Le pour de vrai, là, est important. Et donc, voilà, on est au-dessus du standard B2B. Donc, il existait déjà quelque chose de très positif chez Schenker France. Quand on se penche sur la moyenne de l'orientation client individuelle des collaborateurs, Fabienne vous parlait tout à l'heure du moi, de la personne qui vient avec sa propre culture. On a une moyenne chez Schenker de 54, qui est légèrement au-dessus de la moyenne d'orientation client individuelle des services en B2B. Donc voilà, le client est important pour moi. Et ben, c'est plutôt chouette. Et effectivement, ça venait confirmer des convictions qu'on avait déjà. Malgré tout, si la moyenne est intéressante, si on regarde la répartition, eh ben, on s'aperçoit qu'en gros, on a 50% des collaborateurs qui sont au-dessus de 54 et puis 50% qui sont en dessous. Donc, on a une moyenne qui est intéressante, mais finalement, c'est très hétérogène. Et là, on commence à venir voir des pistes de réflexion et d'action potentielles pour venir chercher ces collaborateurs qui sont moins orientés clients. Quand on mixe, vous avez donc en ordonnée la culture individuelle, en abscisse la culturalisation, donc les deux environnements. Tous les petits points que vous voyez, en fait, par confidentialité, on ne vous a pas mis le détail de tout, mais chaque point, en fait, c'est comment chaque environnement, par exemple les agences, la finance, le commerce, le siège, la douane, la logistique, la route, les métiers, les services supports, où est-ce qu'ils viennent se positionner sur ce diagramme de culture individuelle et de culture donc de l'organisation. En gros, vous voyez que tous les points en haut à droite, eh ben, ce sont des entités, des organisations de l'entreprise dans lesquelles la culture individuelle des collaborateurs qui la composent est importante et qui ont une vision positive de la culture client de l'organisation. A contrario, en bas à gauche, alors là, c'est assez classique, Guillaume Antonietti et Daniel Rey nous l'ont confirmé, ben, on a plutôt le siège, on a plutôt la DSI, etc. Mais ce n'est pas étonnant et c'est le cas de la plupart des entreprises. Et donc, vous pouvez voir où se place chaque organisation par rapport à DB Schenker. Ce qui est intéressant, là, je l'ai laissé, c'est le comité de pilotage expérience client, dont les membres ont une culture individuelle qui est au-dessus de la moyenne, mais qui a une perception de la culture client de l'organisation qui est très négative. Et quand on a vu ces résultats-là, on s'est dit, mais c'est étonnant quand même pour un comité de pilotage à expérience client, comme Ex nous a dit, c'est étrange. Mais finalement, comme ça fait 3 ans qu'on explique aux COPIL ce qu'est véritablement une entreprise orientée client, eh ben, ils ont des exigences qui sont beaucoup plus hautes et donc ils considèrent qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. C'est la raison pour laquelle leur vision est un peu plus négative. Si on en revient à l'analyse un peu plus précise de ce que pensent nos collaborateurs de l'orientation client, donc de notre entreprise DB Schenker, on voit par exemple sur les 3 piliers dont vous a parlé Fabienne, autonomie, responsabilisation, impulsion stratégique, connexion client, qu'on a des résultats donc, qui sont différenciés. Vous voyez une échelle, je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais ce qui est intéressant là,
dans ce diagnostic, c'est qu'on voit là où on est vert, c'est là où on est bon. Et là où c'est plutôt jaune et orange, c'est là où on est moins bon. Vous voyez par exemple, je vais prendre que cet exemple, mais que le partage des informations clients, 32, on se dit, oui, on a véritablement des efforts à faire sur cet aspect-là. Et les clients nous l'ont dit. Ils nous ont dit, chez vous, la relation client repose trop sur les services clients et le commerce. Et donc là, on va commencer à pouvoir faire, sur cette base, réfléchir nos collaborateurs à dire, mais comment on va venir trouver des actions pour améliorer le partage des informations clients au sein de l'entreprise. Allez, alors là, je vous ai mis une photo de nos sessions de formation manager. Donc, j'ai parmi les photos du COMEX, mais il y avait déjà eu une formation au COMEX, une formation au niveau du comité de pilotage de notre programme d'expérience client. Donc, 17 jours de formation, 3 intervenants GEM, 3 lieux. On a formé 175 cadres. Et puis, à l'issue, ce qui était intéressant, c'était véritablement de venir recueillir les bonnes pratiques des participants. Il y a quelque chose d'étonnant et je suis content et je pense que ça peut vous servir également. C'est qu'en fait, on a constaté qu'il y avait déjà des tas de bonnes pratiques dans l'entreprise. Mais finalement, quand on voit nos résultats par rapport au diagnostic COS, ce n'est pas étonnant. On voit que la moyenne est bonne, donc il y en a qui font des choses bien, mais c'est hétérogène. Donc il y a des endroits où il y avait déjà des bonnes pratiques existantes qui étaient super, mais qui n'étaient pas connues et qui n'étaient pas partagées. Et je trouve que des fois, dans les entreprises, on a des choses qui sont sous les yeux, on a du mal à venir les chercher, on a du mal à le partager avec tous. Et donc là, l'objectif, c'était effectivement de venir partager avec tout le monde ces bonnes pratiques. Pour certains participants, ils étaient tellement orientés clients qu'ils se demandaient presque même ce qu'ils venaient faire là, parce qu'ils avaient déjà d'excellentes bonnes pratiques qu'ils avaient déployées au sein de leur service au siège ou au sein de leurs différentes agences. Donc, on leur a expliqué ce qu'était pendant ces sessions. On s'est d'abord mis d'accord sur les définitions. Je le rappelais tout à l'heure, ce qu'est la satisfaction client, la culture client, etc. On leur a fait travailler sur leurs résultats COS dans leur environnement, de leur agence, de leur service, etc. Et donc, on leur a demandé de se mettre, je crois, on peut mettre, on a pris, alors ça peut paraître un peu gadget, ces lunettes, mais ça a pas mal marché. On leur a offert ces lunettes pour avoir finalement la vision du client. Vous pouvez le voir sur les photos et se dire, voilà, je vais venir me mettre à la place du client. Donc, deux sessions de formation. On a été obligé de faire la deuxième en distanciel. Ça n'a pas été évident. On y reviendra à la fin, mais c'est ce qu'on a apprécié avec GEM. C'est que en fonction du déroulé, des premières expériences, etc., on s'est sans cesse adapté à la réalité des managers pour pouvoir adapter les différentes formations. Donc, à la fin, le recueil des bonnes pratiques, pas évident, parce qu'on avait aussi pour être tout à fait transparent, des managers qui, sur la première partie de la formation, étaient ravis de prendre du contenu, d'apprendre plein de choses. Et quand on leur a demandé, à la suite de l'analyse de leur COS, de se mettre au travail pour proposer des actions, ça n'a pas toujours été facile et il a fallu aller des fois un peu leur sortir les verres du nez, alors qu'ils avaient des pratiques qui étaient déjà présentes. Et il y a eu une autre chose aussi vraiment d'important pour venir recueillir ces bonnes pratiques, c'est que j'étais présent donc à l'ensemble des 17 jours de formation et je suis venu, j'ai été capable par exemple sur la première journée de prendre des tas de bonnes pratiques qui étaient déjà là et qu'ils n'ont pas forcément ressorti sur la deuxième journée quand on leur a demandé ces bonnes pratiques. Voilà, mais un bon moment de partage et d'échange et c'est pas toujours et c'est déjà le premier apprentissage de tout cela, c'est quand on fait l'investissement de réunir les 175 cadres de l'entreprise autour de ce sujet-là, déjà, il y a une première victoire, entre guillemets, c'est le fait qu'ils sont tous persuadés que la culture client est véritablement une priorité de l'entreprise. Alors, comment ces bonnes pratiques, on va après les mettre en action, parce qu'il ne suffit pas de faire une formation, et vous le savez toutes et tous dans vos entreprises, souvent c'est du one-shot, on fait une formation, la première semaine, c'est bien, la deuxième semaine, et puis après, hop, la courbe d'apprentissage redescend. Donc, la culture client, j'aime pas dire que c'est un projet, parce qu'en fait, un projet, ça a une date de fin. La culture client, c'est pas un projet, ça n'a pas de date de fin. Donc, comment on fait pour venir mettre en place ces bonnes actions et les animer dans le temps indéfiniment? Alors,
toutes ces actions, on en a à peu près listé une cinquantaine, on est venu mettre en place une matrice de priorisation en fonction de leur faisabilité et de l'impact qu'elles avaient sur la culture client de l'entreprise. Et ça, c'était important de le faire euh, parce qu'il ne s'agissait pas de venir faire des choses compliquées, demander des choses compliquées aux managers en local qui n'auraient pas été capables de mettre en place parce que de toutes les façons, ils ne l'auraient pas mis en place. Euh, on avait et c'est l'occasion de le rappeler, une conviction à travers cette formation. Et Fabienne, tu l'as dit au démarrage du webinar, une culture client, ça ne se décrète pas. On a vu que la culture client était déjà présente dans nos agences, peut-être de manière pas égale partout, mais elle était déjà présente. Et nous n'avons pas la prétention avec Laurent et la direction de venir expliquer à des managers en local que leur culture client, ça doit être ça. C'est à eux de proposer des bonnes pratiques et de mettre en place des bonnes pratiques qui sont en accord avec la réalité de leur management, de leurs salariés en local, etc., etc., de leurs clients, etc. On ne peut pas mettre en place des choses de la même façon dans notre agence de Saint-Omer ou Chaumont-Saint-Dizier où il y a 8 personnes et une agence comme Lyon où il y a 300 personnes. Ça n'est juste pas possible. Et quand tu disais, Laurent, tout à l'heure, qu'on a voulu faire les choses autrement, on s'est dit, ben là, ce projet-là, on ne va pas imposer des choses, il faut que ça vienne d'eux. Et si ça vient d'eux, ils seront d'autant plus capables de venir le mettre en place. Et en plus, il y a une vertu, c'est que vous créez une émulation entre les participants qui, quand ils voient une bonne action existante ou pas dans un environnement, ils se disent pourquoi pas moi, je vais aussi le mettre en place. Et donc, nous, on a parié là-dessus. Donc, on a priorisé, matrice de priorisation, et on a des actions, on a pensé à l'animer sous forme de jeu de cartes. Et donc, toutes les actions qui ont un impact de culture client de 5 et une faisabilité de 5, on a une dizaine d'actions qui sont des as. Et là, on s'est dit, attention, si c'est des as, d'accord, on ne veut rien imposer, mais si c'est facile et que c'est un gros impact, et que d'autant plus, certains collaborateurs, certaines agences le font déjà chez eux, ça, on va leur demander de le mettre en place. Donc, une petite dizaine d'actions, on leur a dit, vous allez les mettre en place. Puis ensuite, des cartes à tout qui ont un impact de 4 ou 5 en faisabilité, de 4 ou 5 en impact client. Il y en a une vingtaine. On va leur demander lors de notre prochaine convention des cadres de venir voter pour 5 cartes à tout qui vont devenir des as et qui vont mettre en place. Et puis pour toutes les autres cartes, on va leur, vous le voyez là, on va leur proposer en fait physiquement un jeu de cartes, même 2 jeux de cartes qui vont ramener dans leurs agences, qui vont ramener au siège, qui vont pouvoir distribuer à leurs collaborateurs pour leur donner la charge, par exemple, de mettre en place une action. Donc, on s'est dit que la gamification, à ce niveau-là, serait quelque chose d'intéressant. Et puis, c'était l'idée de dire aussi que, ils avaient les cartes en main. Hein. On parlait d'impulsion stratégique. Ils doivent incarner la culture client au quotidien dans l'environnement. C'est eux qui ont le jeu entre les mains. C'est à eux de les poser, de les mettre sur la table et de faire ce qu'il faut pour développer les actions qui leur paraissent les meilleures à mettre en place. Donc voilà comment on l'anime. Et puis après, tu parlais tout à l'heure, Laurent, de marketing et de communication. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des tas de choses après qui vont venir animer dans le temps ces cartes. Et puis, évidemment, il y a aussi une carte neutre, on va dire, où les participants de la formation peuvent venir proposer en permanence des nouvelles idées. On arrive sur la fin. On a voilà, je pense qu'on a fait preuve de transparence et en tous les cas, c'est la réalité de ce qu'on a vécu. On a, pour que ça fonctionne, et on est très humble vis-à-vis de ça, puisqu'on parle de croyances et de valeurs, on a dit que la culture client ne se décrète pas. Donc, c'est toujours des sujets qui ne sont pas évidents à mettre en place. On pense malgré tout qu'il y a, voilà, il y a bien évidemment des facteurs clés de succès et des écueils à éviter. Je vais te redonner la main, Laurent, sur cette. Oui, Benoît, je vais me permettre de le faire un peu comme une reformulation parce que vous avez envoyé beaucoup d'informations. On va essayer de recentrer un peu ce qui nous semble être les facteurs clés. Alors, je l'ai dit dès le départ, ce qui est important dans ce programme, et merci encore à James, ça a été de mettre en place que les 3 éléments clés pour nous, voire 4, c'était une fois de plus, et Benoît, tu l'as illustré, être en capacité de mesurer. Le COS est un outil merveilleux pour ça. Donc, mesurer, embarquer, former.
Parce qu'une fois de plus, former, c'est pas si simple en fait. Et c'est là-dessus on a eu vraiment un appui de la part de GEM. Donc, mesurer, embarquer, former, c'est la base. Et après, on market. Et ça vient un peu au sujet suivant. De tout ce que vient de dire Benoît, c'était aussi, je dis à ma manière, ne pas imaginer les choses à la place des gens. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à faire beaucoup de top-down, y compris dans nos programmes d'expérience client, en disant, vous devez faire comme ci, comme ça, c'est comme ça que c'est bien en fait. Or, la vérité du terrain, elle n'est pas toujours la même. Donc, on a une espèce de balancier entre top-down, bottom-up. Et ça nécessite quelque chose qu'on a, je pense, réussi à faire. Et parce que Benoît était aussi dans toutes les réunions de formation, c'était d'écouter. Donc, ne pas imaginer les choses à la place des gens, c'est écouter. Et pas se lancer dans quelque chose de très marketé, très sexy potentiellement, mais si derrière il n'y a pas d'impact, il y a des gens qui n'écoutent pas et qui n'ont pas envie de le faire, ça ne sert à rien en fait. Et nous, on n'est pas non plus dans une structure, on est pléthore dans notre programme, hein. On est 2 avec Laurie, on est 3 fondamentalement associés à la culture client. Et puis après, derrière, ben, on fait appel à nos collègues. Donc on n'a pas le temps de se dire, tiens, on va faire comme ci, comme ça, on produit, on envoie, et on croise les doigts pour que ça marche. Non, non, on monte les actions. Le jeu de cartes un exemple de ce qu'on a envie de faire en ce moment. On monte les actions et après, on vient appuyer et on vient construire parce qu'on se sent légitime pour le faire. Et on sent qu'il y a une écoute, il y a une attente et il y a une expression de besoin. Voilà, donc ce point pour moi, ne pas imaginer la place des gens est essentiel. Tu l'as dit, Benoît, Fabienne l'a moins dit, mais il a fallu se remettre en question. Quand on a eu notre format présentiel-distanciel, il y a des choses au départ qui ont un peu coincé. Parce que les gens, quand ils viennent en formation, ben, ils consomment. Mais comment nous, on voulait les faire devenir acteurs? Donc, important, être présent. Benoît, tu y étais. Les motiver, aller chercher un petit peu le fond, entre guillemets, de leurs initiatives, de leur culture client, pour pouvoir en faire quelque chose véritablement qu'on puisse promouvoir, en fait, tout simplement. Et on a eu des belles surprises, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les plus motivés dans les formations, c'était ceux qu'on ne pensait pas au départ, c'était les services informatiques, qui sont quand même assez loin, entre guillemets, du client au final, parce qu'ils sont un peu geeks dans leur partie, mais ils ont été complètement transcendés, apporteurs d'action, et ça, c'était vraiment, vraiment un vrai succès. Et puis, peut-être le dernier point, et puis on vous laissera nous poser vos questions, tu l'as dit quelque part, c'est orchestrer des moments forts. Voilà. Il y a eu des moments forts au COMEX. Benoît, il vient systématiquement quand on a des choses à porter, une voix à porter. Et puis, et c'est mon job aussi, c'est d'intégrer cette expérience culture client dans toutes nos conventions et de les orchestrer et s'organiser autour de ça pour qu'il y ait des tribunes, en fait. Pour que ça pose des jalons, pour que les gens on puisse leur faire part d'un storytelling, en fait. Donc là, les jeux de cartes, on est en fabrication. Début octobre, on va se retrouver tous les 175 que vous avez vus tout à l'heure en convention à La Rochelle. Et là, on va venir une fois de plus marteler, expliquer ce qu'est la culture client. On a même fait des webinaires télé avec Fabienne. Voilà, on a vraiment posé en fait des jalons pour être écoutés et tenter de convaincre le maximum de nos collègues, tout simplement. Et puis j'ai envie de dire à la fin, et puis je pense qu'après on va répondre à vos questions, c'est tenir bon. Je reprends les lunettes parce que tenir bon, les rôles, ils sont pas si simples en fait. Et avoir la voix du client dans les COMEX, dans les CODIR, c'est un exercice qui est pas facile, qui est pas à la portée de tout le monde et ça s'apprend. Et on peut vite se démotiver en disant ouais mais bon finalement est-ce que ça sert à quelque chose? Bah oui évidemment que ça sert à quelque chose. Donc il faut tenir bon, toujours tenir la barre pour que avec passion entre guillemets tout ce qu'on vient de vous présenter ça tienne et ça tienne dans la durée. Et ça, c'est pas le plus facile, vous le savez bien. Voilà un peu pour les 3-4 éléments qui nous semblent importants de marteler pour vous accompagner dans vos réflexions.